Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Arnaud Baudry, je suis à la direction générale de Franco-Queer, mes pronoms sont il, lui. Et puis ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de notre série pour une école sécuritaire et inclusive. Et aujourd'hui, donc, le webinaire porte sur les réalités des personnes LGBTQIA+, à l'intersection des identités. Je voudrais tout d'abord reconnaître que ce projet de webinaire est réalisé grâce à l'appui financier reçu des gouvernements du Québec et de l'Ontario en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne. Et les opinions exprimées dans ces webinaires sont celles de Franco-Queer et ne reflètent pas nécessairement celles des bailleurs de fonds. Petit point technique sur l'utilisation de Zoom. Si vous voulez réagir en direct, vous pouvez utiliser le clavardage pour poster vos commentaires ou vos questions ou réagir aussi avec les icônes, avec l'option des réactions. Et puis, on vous invite également à indiquer votre nom et votre organisation si vous le souhaitez et vos pronoms si vous le souhaitez. Je voudrais prendre un moment pour reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve actuellement et sur lequel l'équipe de Franco-Queer a la chance de mener ses activités à Toronto fait partie depuis des milliers d'années du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississauga du Nouveau-Crédit. Le traité dit du bol à une seule cuillère leur avait permis de partager l'accès et l'usage des ressources naturelles de la région des Grands Lacs de façon pacifique et durable. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement abrite divers membres des peuples autochtones de l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de nous retrouver sur ce territoire traditionnel. Nous reconnaissons aussi l'histoire du génocide culturel contre les peuples autochtones et l'héritage colonial et raciste du Canada. La violence du colonialisme se poursuit, de même que les mouvements pour résister à cette violence. Nous avons tous la responsabilité de nous engager de manière significative dans ce travail et l'éducation fait partie de ce travail. Nous vous invitons aussi à réfléchir comment chacun et chacune de nous pouvons contribuer à démanteler cet héritage. Enfin, je voudrais mentionner que les concepts de race, de genre, de sexualité sont largement basés sur des systèmes de pensée occidentaux et coloniaux et ne représentent pas la multitude de conceptions de l'identité qui existent en dehors de ce point de vue. Alors, qui sommes-nous? Franco-Queer, nous sommes la première organisation par et pour les personnes LGBTQIA+, en Ontario. Et nous offrons toute une gamme de programmes et d'activités. Nous avons un programme de service en établissement personnalisé qui s'adresse aux nouveaux arrivants LGBTQIA+, francophones. On offre également des séries de webinaires éducatifs et des guides d'accompagnement pour les écoles, ainsi que des ateliers d'information et d'orientation pour les nouveaux arrivants et la communauté. Nous offrons des activités de connexion communautaire pour renforcer les liens au sein de la communauté francophone LGBT, ainsi qu'un programme de formation et de sensibilisation pour nos partenaires communautaires. Alors aujourd'hui, l'animatrice principale de notre webinaire, il s'agit de Marie-Evelyne Bellinga. Marie-Evelyne est d'origine camerounaise et québécoise et elle a grandi au Sénégal. Elle est formée en philosophie à l'Université de Montréal et s'investit dans différents projets éducatifs qui font la promotion du dialogue et de la pensée critique chez les jeunes. Marie-Evelyne collabore depuis 2017 avec différents organismes communautaires, des bibliothèques et des milieux scolaires francophones de la région de Gatineau-Ottawa pour favoriser la culture du vivre ensemble. Elle s'identifie en tant que femme noire, lesbienne, francophone. Et Marie-Evelyne s'implique en tant qu'agente de sensibilisation pour les écoles à Franco-Queer. Merci Marie-Evelyne. Merci beaucoup Arnaud et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir réfléchir avec vous aujourd'hui pour notre webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les objectifs du webinaire. Alors, notre premier objectif sera de comprendre les expériences uniques
des personnes LGBTQIA2+, à l'intersection de différentes identités et réalités sociales. Notre deuxième objectif sera de reconnaître les contextes historiques influençant les expériences des personnes LGBTQIA2+. Et en troisième point, nous identifierons les axes d'oppression influençant les expériences des personnes LGBTQIA2+. Alors, pour votre information, voici le plan de notre webinaire aujourd'hui. En premier lieu, nous allons parler des règles pour créer un espace sécuritaire pendant notre conversation et nos réflexions. En deuxième point, on va avoir un aperçu historique des violences et les discriminations. Troisième point, les axes d'oppression influençant les expériences des personnes LGBTQIA2+. Quatrième moment de notre webinaire, les jeunes LGBTQIA2+, aux intersections de différentes identités et réalités sociales. Nous aurons au cinquième point les recommandations pour la communauté scolaire. Il y aura une période de questions de 5 à 10 minutes. Vous aurez l'opportunité d'inscrire vos questions dans le clavardage ou alors de lever la main et de vous exprimer. Nous prendrons des tours de parole. Et en septième point, nous allons avoir la clôture et les remerciements. Alors, sans plus tarder, partageons les règles pour un espace sécuritaire. Alors, nous avons des principes qui guident nos animations à Franco-Queer. Le respect et l'empathie sont les premiers principes. Donc, on encourage toutes les personnes à aborder les contenus, les discussions avec une attitude de non-jugement, une curiosité saine et un langage respectueux. Au niveau du principe de responsabilité, on aimerait que les personnes qui s'expriment au jeu et parlent de leurs expériences au jeu. Nous encourageons chacune à utiliser les pronoms et de vous identifier aussi avec vos pronoms si vous le souhaitez. Et nous reconnaissons aussi que nous sommes dans un espace d'apprentissage. Donc, s'il y a des maladresses, nous les corrigeons ensemble et nous comprenons que c'est un processus éducatif dans la bienveillance. Et l'engagement aussi, c'est quelque chose qui nous encourage. N'hésitez pas à participer aux activités qu'on va vous proposer, à vous exprimer, à partager vos opinions. C'est vraiment important pour nous pour mieux comprendre vos besoins et vos perspectives. Et dans la confidentialité, nous vous informons que le webinaire est enregistré et il sera publié. Alors, vous pouvez garder vos caméras ouvertes si vous le souhaitez, mais vous avez aussi la possibilité de les fermer et d'utiliser un pseudonyme si vous préférez. Alors, nous allons aborder l'aperçu historique, violence et discrimination, qui situe en fait la réalité des jeunes LGBTQIA2+, aux intersections de différentes identités. Alors, comme vous le voyez, on a une map monde et en fait, on peut découvrir que sur tous les continents, la diversité sexuelle et de genre existait avant la colonisation. C'est dans des rapports de pouvoir entre colonisateurs et colonisés que les conceptions négatives et discriminantes liées aux sexualités non normatives ont pris racine. Les diverses formes de violences homophobes et transphobes qui se manifestent à l'échelle mondiale ont un contexte historique commun. Alors, dans ce contexte historique commun, on a un discours sur la sexualité non normative au Canada qui a pris forme. En 1892, le gouvernement canadien, tout comme divers régimes coloniaux européens de l'époque à travers le monde, notamment les régimes coloniaux français et britanniques, criminalisaient les activités sexuelles entre personnes du même sexe.
En 1927, la pathologisation liée à la classification médicale et la criminalisation de l'homosexualité apparaissait dans la loi sur l'immigration canadienne. Jusqu'à la fin des années 1960, les sexualités non normatives étaient au Canada pathologisées et criminalisées. Alors, pourtant, avant la colonisation, dans bien des pays du monde, on avait en fait la diversité sexuelle et de genre. Et au Canada, on avait des communautés autochtones qui étaient inscrites dans la diversité sexuelle et de genre. Avant l'arrivée des Européens, de nombreuses Premières Nations affirmaient et honoraient la diversité sexuelle et de genre au sein de leur communauté. Par exemple, le terme bispirituel était utilisé par certaines personnes autochtones pour désigner leur identité de genre sexuelle et spirituelle. Et ce terme dépassait l'aspect identitaire sexuel. Les personnes bispirituelles étaient vénérées comme des leaders, des médiatrices, des enseignantes, des artistes, des voyantes et des guides spirituels. Alors, vous pouvez voir à droite une photo d'une personne qui se nomme Wiwa. C'était une personne bispirituelle et leader de la nation Ashiwi. En plus de pratiquer l'art textile, le tissage et la poterie, Wiwa était responsable de fonctions judiciaires, communautaires et diplomatiques. Et donc, ça montre que la diversité sexuelle et de genre s'inscrit au-delà simplement d'une identité ou d'une orientation sexuelle. Elle peut être vraiment dans une nuance d'identité. Elle peut s'inscrire dans une nuance d'identité. Alors, nous allons vous inviter à un petit sondage rapide. En fait, nous vous posons la question: quel concept vous sentez-vous à l'aise d'expliquer parmi le cissexisme, la transphobie, le racisme systémique et les privilèges? Alors, ce sondage, en fait, a pour but de nous aider à nous situer chacune par rapport à ces concepts. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de les approfondir dans les prochaines minutes. Merci pour votre participation. Alors, le sondage est lancé. Je vois que les personnes ont commencé à répondre. On va se donner quelques secondes supplémentaires. Encore une petite seconde. Alors, je partage les résultats. Quel concept vous sentez-vous à l'aise d'expliquer? Donc, ce soir, on n'a pas de réponse, donc 0% pour cissexisme, 0% pour transphobie, 40% se sentent à l'aise d'expliquer le concept de racisme systémique et 60% les privilèges. Merci énormément à chacune pour votre participation. Ça va nous aider à prendre le temps d'approfondir certains concepts et merci Arnaud pour le partage des résultats. Alors, les axes d'oppression influençant les expériences des personnes LGBTQIA2+. Nous allons parler du concept de l'intersectionnalité. Donc, l'intersectionnalité est une notion qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Il y a 3 principes fondamentaux qui, en fait, représentent l'intersectionnalité. Le premier, les différentes oppressions sont vécues de manière simultanée et ne sont pas dissociables les unes des autres. Deuxième principe, les systèmes d'oppression s'alimentent et se construisent mutuellement tout en restant autonomes. Et troisième principe, les systèmes d'oppression doivent donc être combattus
simultanément et ne doivent pas être hiérarchisés, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un plus important auquel on doit accorder notre attention avant les autres. Et ce concept a été développé par la juriste chercheure afroféministe Kimberlé Crenshaw. Alors pour aborder l'intersectionnalité, on va regarder la position sociale. Vous verrez donc, en plus des 4 éléments de l'identité humaine qu'on a vus durant le premier webinaire, il existe de nombreux autres éléments qui contribuent à définir une personne et la manière dont elle va interagir avec le monde et aussi la manière dont elle va être perçue par les autres. Certains éléments font partie de la manière dont une personne peut s'auto-identifier. D'autres, à l'inverse, sont définis à l'externe par la société qui met la personne dans des cases, dans certaines boîtes. Et ensemble, ces éléments forment la position sociale d'une personne. Et donc, cet endroit où va se situer socialement une personne va avoir un impact par rapport à la manière dont elle va dont les autres vont l'apercevoir. Ça va avoir un impact aussi sur son degré d'accès à certaines ressources, potentiellement au niveau d'acceptation sociale, au respect, à la représentation et la visibilité, et peut-être aussi à l'accès au pouvoir. Donc là, vous voyez un exemple. On voit entre autres le sexe assigné, l'expression de genre, le genre, mais pas seulement. Et puis tous ces éléments et la manière dont ils vont être combinés vont définir donc ce qu'on appelle la position sociale. Et ces éléments, à partir de ces éléments, en fait, vont être construits des systèmes entrecroisés d'oppression et de privilèges. Donc là, ce qui est important à dire aussi, c'est que ce ne sont pas les identités ou les éléments d'identité qui créent des discriminations, ce sont bien les systèmes qui s'appuient sur ces éléments qui créent des hiérarchies. Donc là, on voit par exemple hétérosexisme, cissexisme, homophobie. On va revenir sur un certain nombre de ces termes-là. Donc pour chaque identité sociale, il y a un groupe dominant et un groupe non dominant ou dominé qui est défini dans l'espace et dans le temps. Les personnes LGBTQIA2+, font souvent face à des défis importants, dont par exemple une marginalisation au sein de leur famille, de leur communauté d'appartenance et de la société en général, et en particulier lorsqu'elles se situent à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Par exemple, une femme noire, trans, immigrante, homosexuelle, musulmane va subir les effets combinés, entre autres, de la transphobie, la transmisogynie, le cissexisme, le racisme, le colonialisme, l'homophobie et l'islamophobie. Alors, il ne suffit pas de ne pas être raciste ou ne pas être homophobe, il faut agir en continu pour déconstruire et défaire ces systèmes d'oppression. Alors ici, on va regarder en particulier le concept de privilège blanc. Là, on s'appuie sur un document éducatif conçu par la Ligue des droits et libertés. Donc, c'est important de préciser que là, on parle de système, pas d'individu. Un système auquel on participe toutes et tous de manière plus ou moins inconsciente. Donc, le privilège blanc donne accès aux personnes blanches à des avantages qui peuvent être invisibles pour les personnes blanches qui en bénéficient et qui sont souvent obtenus de manière involontaire, voire inconsciente, par rapport aux personnes non blanches, c'est-à-dire les personnes racisées, les personnes noires, les personnes autochtones. C'est la reproduction de ce processus qui assure la domination et les privilèges qui y sont associés. C'est donc un effort primordial ou critique de déconstruire les institutions, les pratiques et les processus qui les produisent et les reproduisent. Donc voilà quelques exemples du privilège blanc, être largement représenté au sein du pouvoir politique. On sait que les populations autochtones, racisées ou noires sont sous-représentées dans les institutions par rapport à leur proportion dans la population. Être assuré que l'histoire représente de manière majoritaire et positive mon groupe. Alors, les contributions des groupes minoritaires ne sont pas toujours visibles ni enseignées.
Et puis aussi, l'histoire est souvent racontée du point de vue de l'oppresseur, c'est-à-dire du colonisateur, et non du point de vue des peuples opprimés. Un autre exemple du privilège blanc, trouver facilement des affiches, des livres d'images, des poupées ou des magazines pour enfants qui représentent son groupe. Alors, il y a effectivement un manque de représentation de personnes et de familles LGBT, où lorsque représenté, cela est fait avec des personnages en situation qui ne sont pas forcément en situation de pouvoir ou pas forcément des situations où ce sont des héros. C'est souvent classifié dans des rôles stéréotypés. Et la représentation est vraiment importante parce qu'elle peut donner des modèles aux jeunes qui permettent d'affirmer son identité de manière positive, de développer son estime de soi et de participer à l'épanouissement de la personne. Et puis, dernier exemple dans cette liste, se sentir bienvenu est normal dans la plupart des situations liées à la vie publique, institutionnelle et sociale. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir à s'ajuster. Par exemple, pendant longtemps, il était interdit pour les personnes noires d'avoir les cheveux détachés. Il fallait les lisser pour être acceptés par la société dominante. Donc là, le but, ce n'est pas de culpabiliser les Blancs. On n'est pas responsable de l'histoire dont on hérite, mais on est responsable de la perpétuation ou du démantèlement de cette réalité injuste. Donc c'est vraiment en fait quelque chose de santé publique que de s'indigner de cette situation, et puis ça peut constituer aussi une source de motivation pour démanteler un système et des privilèges qui sont enracinés dans l'histoire. Dans l'éducation, ça peut vouloir dire par exemple de créer des systèmes éducatifs qui aident les jeunes à développer les outils essentiels pour comprendre les responsabilités collectives. Je te remercie, Arnaud. Ça porte matière à réflexion et pour nous aider à mieux situer ces rapports de pouvoir et ces dynamiques d'oppression. Je vous invite en fait à prendre connaissance de cette capsule qui définit ce que c'est le racisme systémique, une capsule qui a été développée par la Ligue des droits et libertés. Le racisme, ça n'existe plus. Le racisme anti-blanc dans tout ça. Le Québec est un des endroits les plus tolérants au monde. Moi, je suis pas raciste. Le racisme systémique, ça veut-tu dire que tout le monde est raciste? On entend beaucoup l'expression « racisme systémique » et c'est parfois difficile de comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, parlons-en. Quand on pense au racisme, on pense à quoi? On pense presque tout de suite aux insultes ou aux préjugés. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sous la surface se cache un système beaucoup plus complexe. Le racisme est un système qui crée et maintient des inégalités entre les personnes blanches et les personnes racisées. Ces inégalités portent atteinte à leurs droits. Comme le sexisme, le racisme est un système dont on a hérité et dont on n'a pas toujours conscience. C'est en comprenant ces rouages qu'on peut espérer y mettre fin. Et pour ça, un retour en arrière s'impose. Depuis le 16e siècle, les grands empires coloniaux ont utilisé les théories pseudo-scientifiques sur les races humaines et la soi-disant mission civilisatrice de l'homme blanc pour justifier la colonisation des autres continents. Le Canada a lui aussi été construit sur le colonialisme et le racisme. En 1876, le gouvernement canadien adoptait la loi sur les Indiens, qui considérait les Autochtones comme des non-citoyens. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Au Québec, jusqu'au début du 19e siècle, des milliers d'Autochtones et de personnes noires étaient réduits en esclavage. Jusque dans les années 50, on enseignait encore dans les écoles du Québec qu'il existait 4 races humaines et que la race blanche était la plus évoluée. Entre les années 1930 et 1980 au Québec, plus de 10 000 enfants ont été placés de force dans les pensionnats autochtones pour tuer l'Indien en eux. Le racisme fait donc partie intégrante de notre histoire. Aujourd'hui, le racisme continue de se manifester dans les lois, les politiques publiques, l'économie, la langue, la culture, et il engendre plusieurs inégalités. Par exemple, à Montréal, les personnes racisées ont 4 à 5 fois plus de chances d'être interpellées par la police que les personnes blanches.
Les Autochtones représentent 23 % des détenus en prison fédérale, alors qu'ils ne représentent que 4 % de la population canadienne. Depuis des décennies au Canada, des milliers de femmes et de filles autochtones sont assassinées ou disparaissent. À Montréal, les noms de famille à consonance franco-québécoise ont 60 % plus de chances d'être appelés en entrevue que ceux à consonance africaine, asiatique, arabe ou latino-américaine. Les quartiers où on trouve la plus forte proportion de personnes racisées sont les plus pauvres, et ceux où il y a moins d'accès aux services, au commerce, aux transports en commun. Les personnes racisées ont plus de difficultés à se trouver un logement. Elles occupent seulement 3 % des postes de haute direction et de conseil d'administration. Elles sont largement exclues des médias, des productions culturelles et artistiques. Et quand elles sont présentes, c'est le plus souvent de manière caricaturale. Toutes ces inégalités se renforcent les unes les autres et font partie d'un système plus large. C'est ça, le racisme systémique. Chacun d'entre nous, vous, moi, on fait partie de ce système. Donc, on peut faire quelque chose pour le changer, individuellement et collectivement. On peut reconnaître que le racisme systémique est un problème, écouter les personnes qui le subissent, et mettre de l'avant leur expérience. Être ouvert aux critiques. Prendre conscience de nos privilèges et préjugés. On peut aussi dénoncer les propos et les actes racistes, Mais aussi les politiques publiques racistes. questionner les façons de faire qui excluent les personnes racisées, appuyer les luttes des groupes antiracistes. Et militer pour des politiques publiques qui favorisent l'égalité de toutes et tous. Et bien sûr, consulter les outils de la Ligue des droits et libertés et partager cette vidéo. Alors, on a eu un aperçu assez explicatif de la notion de racisme systémique et on comprend que c'est un système qui produit des inégalités économiques, sociales, politiques, en éducation, en santé, envers les personnes racisées, noires et autochtones. Et on l'appelle aussi racisme institutionnel. Pour continuer à mieux enrichir notre compréhension par rapport à toutes ces notions, on a préparé quelques définitions pour vous qui nous situent en fait dans la dimension des enjeux autour du racisme systémique et des autres formes d'oppression. Donc, le colonialisme, c'est une idéologie qui justifie la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation et la mise sous tutelle par un État de territoire et de personnes au profit de la classe dominante. Donc, le colonialisme canadien est étudié et documenté comme on a pu le voir dans la vidéo. Et les personnes racisées, ce sont des personnes qui sont perçues à partir de catégories qui ont été construites à travers un processus historique de racisation qui tend à assigner la personne aux stéréotypes associés à son groupe racial ou ethnique. L'islamophobie, ce sont des attitudes et des croyances négatives composées de peur, de haine, de rejet, d'exclusion, de discrimination et ou de violence qui s'expriment envers des identités, des cultures, des pratiques religieuses, des pratiques sociales de personnes musulmanes ou perçues comme musulmanes. L'hétéronormativité, donc c'est un système structuré autour de comportements, de croyances et de représentations qui situe l'hétérosexualité comme la norme et le standard de l'attirance romantique, de l'attirance sentimentale, de l'attirance sexuelle. Binarité du genre ou binarisme de genre, c'est donc un système qui défend la conception selon laquelle l'identité de genre s'exprime uniquement et strictement à travers les catégories binaires homme-femme. La cisnormativité, c'est un système structuré également qui situe la cis-identité comme le standard de l'identité de genre. Un rappel sur la cis-identité, c'est-à-dire un alignement entre le genre assigné à la naissance, le genre vécu et le genre exprimé. L'homophobie, alors c'est un terme avec lequel on est plus familier depuis plusieurs années maintenant. Ce sont des attitudes et croyances négatives qui s'expriment envers des personnes homosexuelles ou perçues comme homosexuelles, c'est-à-dire des personnes attirées par des personnes de leur sexe ou de leur genre.
La biphobie, ce sont des attitudes et des croyances négatives qui s'expriment envers des personnes bisexuelles ou perçues comme bisexuelles, c'est-à-dire des personnes attirées par plus d'un sexe ou genre. La transphobie, des attitudes et des croyances négatives qui s'expriment envers des personnes transgenres ou perçues comme telles, ou des personnes ou envers les personnes non binaires. Le cissexisme, c'est donc un système structuré autour de comportements, de croyances et de représentations qui positionne le cisgenrisme et la cisidentité en tant qu'identité de genre au-dessus des autres identités de genre, comme par exemple des identités transgenres ou des identités de genre non binaires ou d'autres identités de genre qui ne sont pas inscrites dans la binarité homme-femme. Alors, pour mettre un peu en application ce qu'on vient de voir, particulièrement autour des axes d'oppression, mais aussi au niveau de l'intersectionnalité et le fait qu'on peut avoir des situations en fait qui créent des oppressions, mais aussi des contextes d'oppression sur des individus, des personnes qui sont aux intersections de différentes identités. Nous allons vous présenter l'expérience d'une personne adolescente qui est une élève et nous allons essayer de voir ensemble, c'est un exercice en fait réflexif, comment on peut situer cette élève Maïmouna à l'intérieur de la roue de l'intersectionnalité. Alors, pour situer Maïmouna, c'est une personne adolescente noire musulmane qui se reconnaît dans la diversité sexuelle et de genre. Elle se définit comme une personne non binaire, pansexuelle. Son enseignant sait que la famille de Maïmouna s'est installée dans la région il y a maintenant 2 ans. Même si les progrès en français de Maïmouna sont observables, il lui reste du chemin à faire pour s'exprimer aisément. Alors, on sait que par rapport à la roue de l'intersectionnalité et par rapport à la dimension des privilèges, plus on se situe proche du centre, qui nous donne en fait des contextes favorables au niveau économique, politique, social, par rapport à la perception qui est normative de notre identité de genre, de notre orientation sexuelle, on peut profiter de ces privilèges pour vivre dans des contextes relativement confortables, alors que si on s'éloigne de ce centre, donc on va vers l'extérieur du cercle, on va se situer dans des contextes qui sont moins considérés comme normatifs et qui peuvent vraiment créer des contextes et des conditions plus oppressives et des conditions d'exclusion, de précarité pour les personnes qui s'y situent. Alors, on va essayer de voir comment on peut positionner Maïmouna par rapport à ce qu'on sait de son histoire. Alors, évidemment, c'est une interprétation. On ne connaît pas parfaitement Maïmouna et seule Maïmouna pourrait se définir si elle a les outils par rapport à ce cercle. Mais on peut quand même être conscient avec l'approche intersectionnelle qu'on prend en considération la diversité des expériences et des vécus des élèves à l'intérieur de notre classe. Alors, on constate en fait que par rapport à la langue, Maïmouna n'est pas tout à fait au centre parce qu'elle ne possède pas la première langue qui est l'anglais par rapport au contexte ontarien, mais elle est en développement, épanouissement par rapport au français. Donc, Maïmouna n'est pas encore dans le cercle qui se rapproche des privilèges, mais elle n'en est pas éloignée non plus. Par rapport au fait que Maïmouna n'appartient pas à une identité de genre qui est normative, parce que Maïmouna se définit comme une personne non binaire. On constate que dans l'identité de genre, Maïmouna se rapproche de l'extérieur du cercle. Donc, c'est un autre aspect identitaire qu'on doit prendre en considération par rapport à cet élève. Son orientation sexuelle aussi.
se situe en dehors de ce qui est considéré comme la norme. Donc, elle a encore un aspect de son identité qui est à l'extérieur, presque du cercle. Sa couleur de peau, on voit aussi où se situe le cercle. L'âge, alors Maïmouna n'est pas... elle est au milieu, elle est entre les deux, donc elle peut bénéficier de certains privilèges par rapport à son âge, mais elle peut être aussi peut-être affectée dans certains aspects par rapport à ces privilèges-là. Donc, pour la citoyenneté, on ne sait pas tout à fait où se situe de façon formelle Maïmouna dans la petite étude de cas, la petite mise en situation, mais on peut présumer que Maïmouna n'est pas dans un contexte affirmé de privilège. Donc, on se rappelle que l'ensemble de ces aspects identitaires s'imbriquent. On ne peut pas les aborder de façon isolée et on peut imaginer que l'imbrication de ces aspects identitaires et les contextes qui sont privilégiés ou moins privilégiés vont exercer une pression sur les conditions de vie, les expériences de vie et l'épanouissement de Maïmouna. Et notre rôle, en fait, comme intervenant auprès de nos élèves, c'est d'en être conscient pour pouvoir atténuer potentiellement les effets de cette imbrication. Alors, c'est dans cette perspective que nous allons aborder, en fait, les jeunes LGBTQIA2+, aux intersections de différentes identités et réalités sociales. Alors, comme on l'a vu dans notre mise en situation, et comme on comprend avec l'approche intersectionnelle, il est possible que les jeunes personnes LGBTQIA2+, exposées à différents axes d'oppression, peuvent vivre des défis accrus à l'intérieur des environnements dans lesquels elles vivent et interagissent, et cela peut les mener à une grande détresse. Alors, il y a des facteurs externes qui vont agir sur les conditions d'épanouissement des élèves et des jeunes. Alors, au niveau des aspects oppressifs et des conditions de vie dans lesquelles ils se retrouvent. Donc, à l'école, les élèves d'ES LGBTQ et qui sont à l'intersection de différentes identités pourraient vivre en raison de ces identités de l'intimidation, de la cyberintimidation, du harcèlement, de la discrimination, des agressions sexuelles, de l'invisibilisation par rapport à leur existence, leur identité, leur réalité, du rejet par les amis, de l'isolement, de l'anxiété liée à la dissimulation de leur identité. À la maison, ils peuvent bien sûr vivre un manque de soutien face à ces identités, un rejet de l'identité de genre et ou de l'orientation sexuelle, de l'abus verbal, de l'abus physique, de l'abus psychologique et de l'abus sexuel. Et dans l'environnement social, ces jeunes aux intersections de différentes identités peuvent vivre de l'isolement ou vivre la perception d'un faible soutien social les entourant par rapport à leur place, leur identité, un manque d'informations et de ressources dans les services médicaux, les services sociaux et les services éducatifs fait partie aussi des réalités auxquelles sont confrontés ces jeunes, et un manque de sensibilisation des intervenants, intervenantes par rapport à leur réalité et à leur vécu. Au niveau des facteurs internes, on comprend que les facteurs internes ne sont pas causés parce que ces jeunes-là ont ou appartiennent à l'identité ou à des identités LGBTQIA2+, mais plutôt parce que l'ensemble des facteurs externes exercent des pressions constantes et l'ensemble des facteurs externes peuvent interagir ensemble. Donc, les élèves peuvent vivre des formes d'oppression autant à la maison qu'à l'école et dans le milieu social. Et ça a un effet sur
ça a un effet cognitif ou ça a des effets cognitifs. Les jeunes peuvent avoir une intériorisation d'une vision négative de leur orientation et de leur identité de genre. Ils peuvent éprouver de la pression et ressentir l'obligation ou la pression de devoir changer. Ils peuvent avoir une mauvaise image corporelle, particulièrement pour les jeunes personnes trans. Et au niveau psychologique, ces jeunes peuvent éprouver des sentiments de honte, une estime de soi amoindrie, des sentiments que rien ne peut être fait pour améliorer la situation. Ils peuvent aussi vivre de l'anxiété et des stress majeurs. Et on vous rappelle en fait que l'ensemble des sources bibliographiques de ces informations-là seront présentes dans notre guide d'accompagnement et avec les développements aussi à ce sujet. Alors, nous allons découvrir en fait des jeunes qui s'expriment par rapport à leur réalité de jeunes LGBTQ+, aux intersections, à l'intersection de différentes identités. Donc, nous allons commencer avec le témoignage de Lorica. Bonjour, je m'appelle Lorica, j'ai 11 ans et je suis une fille. Quand j'étais petite, j'aimais mieux les robes que les vêtements qu'on dit plus pour les garçons. J'aimais plus les choses qu'on dit pour filles. C'était quand même facile parce que ma famille, elle me comprenait, mais en même temps, à l'école, c'était plus difficile parce qu'il y avait des gens qui m'intimidaient. Il y en a qui me riaient de moi, qui me traitaient, exemple, je m'en rappellerai toujours, j'étais venue à l'école, j'avais du vernis à ongles, puis ils riaient de moi. Je trouve que vu que c'était comme la première fois que ça se passait à l'école, ils savaient pas trop quoi faire, puis ça a quand même pris du temps. Mon nom est Camester Garon, j'ai 25 ans et je suis bisexuelle. Mon parcours en tant que femme noire bisexuelle a été vraiment complexe, notamment parce que je me sentais seule. Je trouve qu'il n'existe pas d'espace pour les personnes racisées, pour les personnes noires et autochtones, dans les milieux, notamment LGBT, mais aussi dans les milieux des communautés noires. Je me sentais seule parce que aussi, je me sentais pas nécessairement représentée non plus dans les communautés noires, puis non plus dans les communautés LGBT. On peut sentir en tant que tel la question de l'intersectionnalité où il existe une forme de racisme et de misogynie dans les communautés LGBT, tout comme il existe aussi une forme de transphobie et homophobie dans les communautés noires. Je m'appelle Dylan, j'ai 21 ans, je m'identifie comme étant homme trans et je suis hétéro. Justement, je suis en transition pour être un homme, puis je m'identifie au genre binaire qui est d'homme, en fait. J'ai vécu des difficultés à mon parcours au secondaire. En fait, j'ai pas eu beaucoup de choses négatives dans mon parcours, mais quand même, au secondaire, il est arrivé une situation où déjà à la base, je me faisais quand même beaucoup intimider. Puis il est arrivé une situation où un autre étudiant me traitait de garçon manqué, là, étant donné qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais très loin de la transition encore. Puis moi qui m'affirme, non, je suis une fille à ce moment-là. Puis il y a un éducateur, en fait, qui est comme intervenu dans cette situation-là, puis qui m'a demandé ma carte étudiante pour venir valider mon genre. En fait, parce que mon sexe, en fait, vu qu'il remettait, en fait, ce que je disais en question. Fait que c'est sûr que ça a été quand même humiliant comme situation. Ça s'est fait un peu dans le milieu de la cafétéria, aux oreilles de tous, sans nécessairement me prendre à part. Même me prendre à part, ça serait pas fait. Mais ça a quand même été humiliant comme situation, là. Mon nom, c'est Shadi Ace Bergeron. Je suis un homme trans, donc mes pronoms sont il. Et je suis, on peut dire, au fond, queer, on peut dire pansexuel, bisexuel. C'est pas l'étiquette qui m'importe beaucoup dans cette situation ou dans la vie en général, quoi. Merci Arnaud pour nous avoir partagé cette vidéo et je pense qu'on peut remercier ces jeunes personnes de nous avoir partagé leur expérience parce que ça nous sensibilise vraiment à différentes réalités dont on n'est pas toujours consciente. Et par rapport aux facteurs externes, aux facteurs internes,
en prenant en considération ces témoignages-là et plusieurs autres, on peut imaginer que les jeunes peuvent vivre des impacts réels sur leur réussite scolaire, que ces effets-là ont un impact sur leur réussite. Et effectivement, ça s'exprime en milieu scolaire par de l'absentéisme, par du décrochage scolaire, un sentiment de non-appartenance à l'école, un sentiment de sécurité amoindri, et ça peut aussi avoir un effet sur les aspirations académiques qui deviennent limitées. Alors, on va vous présenter maintenant quelques résultats de la dernière étude de Egal Canada qui a été publiée l'année passée. Elle fait suite en fait à une autre enquête qui avait été lancée en 2008. Et puis, vous pouvez vous imaginer en lisant le titre « Encore dans chaque classe de chaque école » qu'il reste des progrès à faire. L'enquête se concentre sur les écoles secondaires, spécifiquement les années 8 à 12. Et puis, au total, c'est plus de 4000 jeunes de partout au Canada qui ont participé. Environ 39% de ces élèves se sont identifiés à la communauté de ZES LGBTQ. Alors, on va vous présenter des données sur les jeunes aux intersections de différentes identités. Déjà, on peut voir que les élèves de ZES LGBTQ sont des élèves dans des situations de vulnérabilité augmentée par rapport aux élèves qui ne s'identifient pas comme faisant partie de la communauté. Là, on voit 62% des élèves de ZES LGBTQ qui vivent aux intersections de différentes identités, incluant des identités raciales ou des identités religieuses, expriment ne pas se sentir en sécurité à l'école par rapport à 11% des élèves qui ne s'identifient pas comme étant aux intersections de différentes identités. Et puis 77% des élèves autochtones de ZES LGBTQ ont connu du harcèlement à l'école dans l'année qui a précédé le sondage. Et ça, c'est le taux le plus élevé de tous les groupes qui ont participé à l'enquête. On peut voir en fait que selon les identités raciales ou selon la perception des identités raciales considérées comme un processus de racisation, les élèves peuvent vivre différemment certains actes ou comportements d'exclusion, de harcèlement ou bien d'intimidation. Alors, on va voir comment, selon les identités, ces expériences peuvent s'exprimer. Donc, pour le harcèlement sexuel, on a 24% des élèves autochtones LGBTQIA+, qui rapportent avoir vécu une forme de harcèlement sexuel à l'école, par rapport à 22% d'élèves noirs qui ont vécu une expérience ou qui rapportent une expérience de harcèlement sexuel. Quand on prend en considération l'expérience des élèves blancs et blanches, on a une perspective de 21% d'élèves blancs et blanches qui ont vécu une forme de harcèlement sexuel, 16% pour les élèves multiraciaux et 7% pour les élèves asiatiques. Au niveau de l'expérience d'exclusion, c'est 55% des élèves noirs qui rapportent avoir vécu un sentiment d'exclusion en lien avec leurs identités. C'est 50% des élèves multiraciaux qui expriment avoir vécu ce type d'expérience, 47% des élèves autochtones. Quand on porte le regard sur les élèves blancs et blanches, on constate que c'est 46% des élèves qui rapportent avoir vécu une telle expérience en relation avec leurs identités et 33% des élèves asiatiques qui rapportent avoir vécu de l'exclusion.
pour la cyberintimidation, qui est une réalité vraiment présente dans la vie des jeunes personnes. 38% des élèves autochtones rapportent avoir vécu de la cyberintimidation en relation avec leurs identités. 36% des élèves multiraciaux, 30% des élèves blancs-blanches, 25% des élèves noirs et 18% des élèves asiatiques. Et par rapport au fait d'avoir été à l'école cible de rumeurs et de mensonges, on a 50% des élèves autochtones qui rapportent avoir eu cette expérience, assez proche de l'expérience des élèves blancs-blanches qui rapportent 49%. 42% des élèves multiraciaux ont été cibles de rumeurs et de mensonges. 34% des élèves noirs partagent avoir vécu cette expérience et 32% des élèves asiatiques. Alors, on constate malheureusement en fait que ces chiffres démontrent que les élèves aux intersections de différentes identités, les élèves racisés, d'ES, LGBTQ, rapportent plus d'incidents de harcèlement et de marginalisation. Et il est important de réfléchir aux moyens de soutenir ces élèves d'ES, LGBTQ aux intersections de différentes identités en tant que communauté scolaire et comme adultes intervenant auprès de jeunes, d'élèves. C'est important que nous trouvions des manières d'agir et des manières de prendre en considération ces réalités précises de ces élèves. Alors, on va vous présenter maintenant quelques recommandations à prendre en compte et à implémenter dans les milieux scolaires. Donc, les premières étapes pour devenir une personne alliée des élèves marginalisés, ça peut être tout d'abord de se conscientiser à ce que vivent les personnes qui sont exposées à ces défis tous les jours. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à notre position privilégiée, à notre position sociale, comme on voyait tout à l'heure, et puis aux stéréotypes et aux croyances qu'on peut entretenir de manière inconsciente, et donc de faire ressortir ça au niveau de la conscience pour les arrêter, en fait, et éviter qu'on les entretienne. C'est important aussi de parler et d'écouter. Donc, ça permet de vraiment mieux comprendre le vécu des personnes qui ont vécu ces expériences, et puis de susciter un sentiment d'empathie chez les personnes qui pourraient perpétrer des agressions, encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Et puis, s'informer et se former, c'est quelque chose qui doit être fait de manière continue. C'est vraiment un processus à suivre durant toute sa vie pour contribuer à se conscientiser et à changer nos comportements. Donc, là, le deuxième point ici, c'est de se déprogrammer de comportements pouvant mener à l'exclusion et à la discrimination. Encore une fois, comprendre vraiment, c'est important de comprendre comment on peut reproduire malgré nous des dynamiques sociales qui peuvent affecter l'épanouissement des élèves. Donc, de réfléchir au rôle qu'on joue en tant qu'adulte auprès des élèves qui sont confrontés à différentes situations et réalités. Et encore une fois, ce processus pour se déprogrammer, c'est vraiment de prendre conscience et de briser la répétition. Et puis enfin, d'adopter des pratiques qui maintiennent des milieux scolaires sécuritaires et inclusifs, de veiller à utiliser une communication qui soit inclusive, de toujours faire preuve d'empathie. C'est important aussi quand on est témoin d'un comportement ou d'un langage offensant, d'intervenir et donc de faire preuve de courage, de ne pas avoir peur d'intervenir et d'arrêter et d'expliquer aussi les comportements et de bien aussi faire la différence entre la personne et les comportements, d'appuyer sur qu'est-ce qui est problématique dans le comportement ou dans le langage et ne pas associer la personne à ça parce que c'est quelque chose qui va aider la personne à prendre conscience de ce qui est problématique dans le vocabulaire ou dans l'attitude ou dans le comportement
Et c'est ça qui est important pour faire changer ce comportement. Donc, de ne pas culpabiliser la personne, mais vraiment d'identifier ce qui est problématique. C'est important aussi d'augmenter la représentation de la communauté LGBTQIA de plus. Comme on voyait tout à l'heure, la représentation permet d'avoir des modèles positifs. Et puis, d'accepter de faire des erreurs, parce qu'en tant que personne alliée, on sait que on n'a pas forcément que c'est un processus, encore une fois, donc il faut accepter qu'il y aura des erreurs et dans ces cas-là, de savoir prendre ses responsabilités et donc s'excuser au besoin. Donc maintenant, on entre dans la période de questions. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le clavardage ou bien de lever la main ou bien d'ouvrir votre micro simplement et de prendre la parole. Est-ce que vous avez peut-être des réactions à partager par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, des points à éclaircir, des réflexions? Et j'ajouterais, bien sûr, parfois, c'est beaucoup d'informations qu'on reçoit en même temps. Si de nouvelles questions surgissent, on va vous donner le courriel avec lequel vous pouvez continuer de nous interpeller par rapport à certains enjeux. On sera ravis de pouvoir continuer la discussion ou de clarifier certains points. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou des réflexions par rapport à ce webinaire-là. Alors, on a une question de Lucie Elliott, je vois qu'il lève la main. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Okay. Je voulais simplement faire un commentaire pour vous remercier pour toute cette information. Moi, ça fait les 2 sessions auxquelles je participe et puis je dois avouer que j'ai un information overload. Donc, ce que j'apprécie énormément, je pense que je vais devoir réécouter par contre les vidéos pour tout capter et tout comprendre. Comme par exemple, la première question aujourd'hui, je ne me sentais pas à l'aise de la répondre parce que je ne suis pas à l'aise de parler d'aucun de ces sujets de façon adéquate avec toutes les connaissances que vous nous avez présentées aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de monter ces choses, toutes ces ressources, et puis de nous les partager. Je l'apprécie grandement. Merci. C'est vraiment très encourageant pour nous et on est là pour vous. On est là pour grandir ensemble. Alors, je pense que je vous remercie de présenter ce chemin d'acquérir certaines connaissances, mais c'est important de faire des pas et c'est ce qu'on fait ensemble. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. On a une question de Charlène. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai un enfant transgenre et ça fait quelques années qu'il s'identifie transgenre. Par contre, il n'a pas fait les démarches encore pour la transformation. Alors, c'est très difficile avec son apparence, n'est pas masculin, mais veut toujours se faire appeler lui, il. Dans la famille, on accepte, puis c'est ça qu'on fait pour lui. Ma question, c'est plutôt pour, durant les années au début où ce que le jeune essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qui il est. J'ai regardé à plusieurs vidéos ou documentaires. Et puis, ma préoccupation, c'est qu'on dirait que les professionnels de la santé
se sentent obligés de accepter le jeune quand il dit qu'il est trans. Et il n'y a pas de façon à demander les questions ou revoir l'état mental de cet enfant-là pour voir si c'est autre chose qui l'engendre ou si c'est bien qu'est-ce qu'il pense. Ça, c'est moi qui demande ça comme parent. Je trouve que dans les dernières années, ça a été beaucoup plus poussé qu'on accepte puis qu'on ne demande pas de questions. Parce qu'on ne veut pas les insulter, mais en même temps, comme parent, je crois que c'est important de demander les questions difficiles pour voir s'il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de difficultés à juste accepter that's the way I am and that's it. Je ne sais pas s'il y a des ressources pour aider aux parents à comprendre cela. Oui, merci pour la question, Charlène. Je pense que ce qui est important de considérer, c'est de prendre une approche qui soit affirmative, c'est-à-dire de chercher à comprendre, mais pas forcément à comprendre le pourquoi, parce que si on se met à la recherche du pourquoi, ça risque de devenir compliqué et de nous orienter vers les mauvaises réponses, en fait. Je pense que c'est important de chercher à comprendre le quoi plutôt que le pourquoi, c'est-à-dire où on en est exactement, où est-ce que l'enfant en est dans son processus de compréhension de lui-même ou d'elle-même, en cherchant à poser des questions qui visent à éclairer plutôt que des questions qui visent à remettre en question la manière dont se positionne l'enfant. Et puis je pense que en fonction de l'âge aussi, évidemment, l'approche sera différente, mais pour les jeunes transgenres, c'est quelque chose qui peut se dévoiler assez tôt, en fait, dans la vie du jeune ou de la jeune personne, dans le processus de construction de l'identité. Donc, c'est sûr que tout ce travail, c'est un travail d'accompagnement qui doit être fait pour soutenir l'enfant. Et puis aussi un travail d'accompagnement pour les parents, effectivement, parce que ça pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de parents de jeunes trans qui parlent d'une expérience de deuil quand il s'agit de passer à travers cette expérience pour vraiment comprendre là où on est son enfant. Il y a beaucoup de ce vocabulaire qui est utilisé par les parents qui est similaire à une expérience de deuil. Donc, c'est tout un processus qui prend du temps. Et puis, c'est un processus qu'il ne faut pas précipiter non plus. Et pour les jeunes qui sont en questionnement, il y a des personnes, il y a des jeunes qui vont passer à travers ce processus de développement identitaire et puis au final, c'est quelque chose de normal aussi d'explorer avec le genre et de jouer avec le genre. Donc, d'avoir des jeunes qui se questionnent, c'est tout à fait normal dans le processus. Mais effectivement, c'est un processus qui peut prendre du temps. Aussi, il y a des jeunes des jeunes transgenres qui vont au départ faire leur coming out comme personne homosexuelle, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a cette confusion entre identité de genre et sexualité. Alors, c'est pas rare où il y a des jeunes qui d'abord font un dévoilement comme personne lesbienne ou homosexuelle et qui plus tard vont en fait se rendre compte que non, c'était pas ça, c'était plutôt en rapport à leur identité de genre. Et donc là, elles vont réaliser qu'en fait, non, elles sont des personnes transgenres hétérosexuelles. Donc dans ce cas précis dont vous parlez, je ne connais pas bien de quel âge on parle ou à quel stade on en est dans le processus.
Mais c'est quelque chose, par rapport à la question sur les ressources, c'est quelque chose qu'on pourra s'assurer d'ajouter également dans le guide d'accompagnement du webinaire. La façon que vous avez répondu en disant « ce n'est pas le pourquoi qu'on doit questionner, mais plutôt le quoi », ça fait beaucoup de sens, puis ça l'aide. Alors, merci. Merci. Merci à vous pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? On a une question dans le chat. Quel est le soutien qui est offert dans nos écoles afin d'appuyer leur quête dans le sens de leur identité? Des conseillers, des psychologues? Je pense que, bon, nous on ne travaille pas dans les conseils scolaires, là, mais je sais que les conseils scolaires ont des personnes qui sont travailleuses sociales ou des conseillers, ou des personnes qui sont capables d'accompagner. Donc, je pense que ça, c'est des ressources qui sont disponibles dans les écoles à travers le conseil scolaire. Mais si quelqu'un ici a des éléments de réponse à ajouter, sentez-vous à l'aise de prendre la parole. Moi, je peux parler, c'est mon analyse. Moi, je suis travailleuse sociale dans les écoles. Puis souvent, souvent, on va être appelé par soit la direction ou on va se faire approcher par des enseignants, par exemple, qui ont des élèves avec qui ont un bon lien de confiance, que les élèves soit s'identifient ou commencent à discuter avec eux, puis finalement, ils commencent à les apporter tranquillement vers de l'aide extérieure, soit à l'extérieur en voulant dire de la conversation avec l'enseignant, par exemple, et le jeune. Puis, ils vont soit dire il y a des ressources à l'école si tu voudrais, ou même ils peuvent venir nous voir, les enseignants, pour justement demander c'est quoi les ressources dans la communauté qui existent pour pouvoir outiller le jeune, pour pas qu'il brise nécessairement le lien de confiance ou quoi que ce soit. Mais souvent, on est appelé comme travailleurs sociaux dans les écoles justement à offrir soit du soutien ou un support ou quelque chose du genre, soit à l'enseignant, soit à la direction ou même avec le jeune si le jeune désire nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. Merci. Arnaud, et j'aimerais apporter une précision, si vous me permettez, toute la communauté. Comme on trouve que les questions sont vraiment importantes, enrichissantes, et nous sommes à la fin du webinaire, nous pensions vous avertir que notre webinaire prendra peut-être 5 minutes de plus par rapport à l'horaire que nous avions présenté. Donc, sentez-vous bien à l'aise de rester avec nous pour la période de clôture et de remerciement. Et si vous devez nous quitter, nous sommes très reconnaissants pour votre présence, vos commentaires, votre participation. On apprécierait aussi beaucoup que vous remplissiez le questionnaire d'évaluation qui nous permet de, en fait, vous offrir des webinaires adaptés le mieux possible à vos besoins. Alors, s'il y a une autre question, on a encore de l'espace pour la prendre. Je pense que c'est important de pouvoir partager ces informations-là ensemble. Je ne vois pas de main levée. D'accord. Je vous propose qu'on passe à la suite. Très bien. Si ça convient à toutes et tous. Alors, pour aller plus loin, nous avions présenté des recommandations à la fin de chaque webinaire pour les écoles et les milieux scolaires à la fin du webinaire 1 et à la fin du webinaire 2. Et nous avons aussi proposé des guides d'accompagnement qui sont en fait
soutenus par des ressources pédagogiques pour initier des activités éducatives et des activités de sensibilisation avec les élèves au primaire et au secondaire. Et plusieurs vidéos qui ont été partagées aujourd'hui pourront être présentes dans ce guide d'accompagnement. Donc, vous pourrez les retrouver. Nous vous partageons aussi une ressource avec laquelle nous collaborons. C'est une ligne d'écoute interligne qui est un service d'écoute, d'intervention et de sensibilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Et on peut clavarder, on peut texter, on peut appeler. Alors, ça peut être une ressource vraiment enrichissante pour les jeunes qui ont besoin de parler à quelqu'un. Et puis, nous vous invitons en fait à notre prochain webinaire, donc le dernier de notre série de 3 webinaires qui s'intitule « Devenir une personne alliée et développer des pratiques inclusives envers la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire ». Ça sera un webinaire plus pratique où on pourra donner des outils pour agir à l'intérieur des écoles. Et donc, il aura lieu le lundi, le 21 mars, de 14h30 à 15h45, et puis le jeudi 24 mars, de 18h30 à 19h45. On a très hâte de vous avoir avec nous et parlez-en autour de vous. Ça nous fera plaisir de continuer cette réflexion. Et mais je veux d'abord vous remercier pour votre belle participation, votre engagement, vos questions qui nous continuent à nous aider à réfléchir ensemble. Je veux aussi remercier Arnaud qui a co-animé ce webinaire avec moi et aussi préciser que nous n'aurions pas pu offrir ce webinaire sans la participation du gouvernement du Québec et du gouvernement de l'Ontario. Alors, merci à toutes, à tous. Et puis, on continue ensemble à bâtir des écoles plus inclusives pour nos jeunes. Vous avez aussi l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, des commentaires, vous avez besoin d'orientation pour certains sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Ça nous fera plaisir, au meilleur de nos capacités, de nos connaissances, de pouvoir faire un suivi avec vous à ce sujet. Merci beaucoup, Marie-Evelyne. Merci à tout le monde. Je vous invite également à remplir le questionnaire d'évaluation qui est en lien dans le clavardage, qui devrait aussi s'ouvrir quand vous allez quitter le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation, vos questions, votre engagement et puis de contribuer à créer des milieux scolaires plus inclusifs pour tout le monde. Merci et bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de journée tout le monde. À bientôt. On espère vous revoir au webinaire 3. Au revoir.